Bonjour à tous, bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par Solutia Services et Protection Juridique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, on est spécialiste, on est une compagnie d'assurance spécialiste dans les CSE, c'est-à-dire qu'on accompagne les élus CSE dans leur mission de représentant des salariés au quotidien sur des questions juridiques, donc dans du renseignement juridique jusqu'à la protection. Et ça s'étend évidemment jusqu'aux salariés et leur foyer dans les mêmes principes renseignement juridique jusqu'à de la protection. Et bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose ce webinaire sur les fonctions fondamentales à maîtriser en tant que du CSE, que Kevin Lelay, notre juriste référent, aura la chance de vous présenter. Bonjour tout le monde, donc je me présente, enfin, Samuel m'a déjà présenté à moitié. Donc Kevin Lelay, juriste référent sur l'activité CSE. Je suis chez Solutia depuis 2018 et spécialisé en droit social et relations sociales. Donc aujourd'hui, comme Samuel l'a dit ultérieurement et comme vous avez pu le voir sur le mail d'invitation, on va traiter en fait de la prise de fonction d'un élu. Donc on va essayer de brosser un peu chacune des étapes, en tout cas chaque moment clé. Donc il y a d'abord des connaissances sur le fonctionnement du CSE de manière générale, que ce soit les réunions, les consultations. Ensuite, on verra le budget, puisque forcément, bien utiliser son budget permet de bien réussir ses missions. Et enfin, il y aura un point sur la communication du CSE, soit vis-à-vis de la direction, soit vis-à-vis des salariés, ou pourquoi pas vis-à-vis de tout ce qui est relations extérieures. Voilà pour le déroulé, sachant qu'à la fin de chaque chapitre, appelez ça des chapitres, on aura un temps dédié de questions, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Samuel les centralise et après me les transmet pour que je puisse y répondre. Voilà. Du coup, le fonctionnement du CSE. On va revoir quelque chose, j'allais dire, d'un peu basique finalement dans le CSE, mais c'est la composition, excusez-moi, du comité social et économique. Alors, le comité social et économique est composé d'une présidence, donc avec un ou une président qui est le chef de l'établissement ou l'employeur de manière générale. Et donc, pas d'inquiétude, il peut être accompagné jusqu'à 3 collaborateurs ou collaboratrices. D'accord. Ensuite, nous avons les élus titulaires et enfin les élus suppléants. Il faut savoir que depuis la réforme des ordonnances Macron, seuls les élus titulaires siègent automatiquement aux réunions CSE et il faut l'autorisation de l'employeur pour que les élus suppléants puissent, en dehors de leur mission de suppléant, siéger lors d'une réunion CSE. Ensuite, donc ça, on va dire, c'est le noyau dur du CSE. Et après, vous avez des invités de droit. Des invités de droit, c'est qui? C'est la médecine du travail sur toutes les questions liées à la santé et aux conditions de travail. D'accord. Ensuite, nous avons l'inspection du travail, le représentant ou la représentante de la CARSAT et enfin les délégués syndicaux ou les représentants syndicaux. Voilà. Donc ça, sachant que dans la plupart des CSE, vous avez le délégué syndical qui peut être également un élu du CSE. Ensuite, donc sur le fonctionnement, donc les réunions. Les réunions du CSE, on va distinguer deux cas de figure. Les CSE sur une dimension plus de 50 et moins de 300 salariés et les CSE où on a plus de 300 salariés. Pour les CSE, entre 50 et 300. En l'absence d'un accord collectif, donc un accord collectif, ça va être un accord généralement d'entreprise, puisqu'on est au niveau de l'entreprise. C'est très rare que vous retrouviez dans un accord de branche un mode de fonctionnement précis sur les réunions du CSE. Après, ça peut arriver, hein, pourquoi pas, mais généralement, on parlera d'accord d'entreprise, qui est généralement l'accord de mise en place du CSE. Donc, sans accord d'entreprise, c'est une réunion tous les 2 mois, avec un accord collectif, où il doit y avoir à minima 6 réunions par an. Pourquoi? Parce que 6 réunions par an, c'est une réunion tous les 2 mois. Et il faut qu'au moins 4 de ces réunions traitent des sujets santé, sécurité, conditions de travail. D'accord? Pour les entreprises de plus de 300 salariés, sans accord d'entreprise, c'est une réunion tous les mois.
Et avec un accord d'entreprise, on peut réduire finalement le nombre des réunions pour ne pas dépasser 6 réunions par an, donc une réunion tous les 2 mois. Et là également, on a 4 réunions qui doivent traiter les sujets santé, sécurité, conditions de travail. Sachant que sur ces réunions-là, quoi qu'il arrive, la médecine du travail est toujours invitée, comme je l'ai dit précédemment. Et donc l'employeur, donc point d'attention si jamais, chose que j'espère pas pour vous, mais si jamais vous êtes, en potentiel conflit avec, votre employeur, voilà, bien vérifier que l'employeur doit informer chaque année l'agent de contrôle de l'inspection du travail du calendrier prévisionnel, retenu pour les réunions portant sur la santé, sécurité, conditions de travail. Concernant, la visioconférence, étant donné qu'on a vu avec le covid, il y a eu pas mal d'ordonnances, enfin d'ordonnances de oui, d'ordonnances, qui sont venus, enfin de lois et d'ordonnances, qui sont venus modifier le cadre légal pour autoriser à tout va les réunions en visioconférence. Il faut savoir que le cadre légal normal, c'est 3 réunions en visioconférence par année civile. Si jamais l'employeur veut en faire plus, il doit recueillir l'accord préalable du CSE. Auquel cas, ça restera soit des réunions en mixte si jamais c'est une solution qui a été adoptée dans l'entreprise, soit des réunions en présentiel. Voilà pour les réunions ordinaires. Et ensuite, nous avons les réunions extraordinaires. Donc, comme son nom l'indique, c'est des réunions qui ne sont pas prévues normalement dans le calendrier prévisionnel dont on parlait précédemment. Donc, les réunions extraordinaires, donc, elles font suite à tout accident aux conséquences graves ou potentiellement graves, à la demande de 2 membres du CSE sur les sujets santé, sécurité, conditions de travail, et autrement, à la demande de la majorité de ces membres avec un ordre du jour imposé. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas dire seulement à votre employeur, moi je veux le déclenchement d'une réunion extraordinaire sans lui donner un ordre du jour. Vous devez pouvoir lui donner un ordre du jour pour que le sujet soit bien traité. Voilà, ça c'est pas une réunion supplémentaire pour traiter du quotidien du CSE finalement. Les commissions. Donc il faut savoir que, petit, cours d'histoire du droit, du coup, avant les ordonnances Macron, vous aviez, 3 entités: délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT. Le CHSCT qui traitait les questions santé, sécurité, conditions de travail, donc a été absorbé par le CSE, mais il existe une commission maintenant qui s'appelle la commission santé, sécurité, conditions de travail. Cette commission, elle est une émanation du CSE. C'est-à-dire que ce sera le CSE qui va finalement prendre les décisions. Les commissions vont faire juste le travail préparatoire. D'accord. Donc, les commissions, elles sont facultatives pour les CSE entre 50 et 300 et obligatoires pour les CSE de plus de 300. Qu'est-ce que ça veut dire facultatif? Il va falloir un accord collectif ou dans le règlement intérieur du CSE que les commissions soient définies. Si jamais elles sont obligatoires, bah là, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'un accord collectif, on applique le code du travail directement. Les commissions qui existent aujourd'hui, c'est la commission santé, sécurité, santé, sécurité, conditions de travail, ce que je vous disais tout à l'heure, la commission économique, la commission formation, la commission marché, donc ça c'est pour les gros CSE généralement, la commission logement et la commission égalité professionnelle. À l'exception des commissions santé, sécurité, conditions de travail et des commissions économiques, les membres des commissions peuvent être choisis parmi les salariés n'appartenant pas au CSE. Donc ça, c'est une avancée avec les ordonnances Macron. C'est-à-dire qu'avant, finalement, le travail était réduit, c'est pas le bon terme, mais était cantonné aux élus, que ce soit les élus titulaires ou les élus suppléants. Aujourd'hui, pour beaucoup de commissions, à part les 2 que j'ai cités, donc santé, sécurité, conditions de travail et économique, les élus peuvent faire appel à des salariés de l'entreprise qui ne sont pas élus. Alors là, dans ces cas-là, si jamais vous êtes sur des accords de mise en place du CSE et que les commissions sont définies, je vous invite, et donc là je vais parler plus aux personnes qui ont un mandat de délégué syndical, je vous invite à bien négocier pour qu'un crédit d'heures soit bien alloué à ces salariés qui ne sont pas élus, donc élus titulaires, donc qui ne peuvent pas bénéficier de crédit d'heures, mais qui vont pour autant remplir des missions liées aux commissions et donc liées au CSE.
Les consultations. Alors ça, j'en ai parlé, brièvement en introduction. Il faut savoir aujourd'hui que le code du travail prévoit 3 consultations qui sont 3 consultations obligatoires. Alors techniquement, on parle de 4 consultations puisqu'on a rajouté, depuis 2021 la consultation sur l'impact environnemental de l'entreprise. Mais finalement, la consultation sur l'impact environnemental va rentrer dans l'une des 3 autres consultations. Alors ces 3 autres consultations, c'est quoi? Ça va être les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. D'accord? Donc chaque année, j'insiste sur le chaque année, l'employeur doit vous consulter sur ces 3 sujets. Il faut savoir que l'agenda est tenu par l'employeur et donc c'est l'employeur qui doit proposer ces consultations. C'est pas au CSE de dire bah, lors de la prochaine réunion, on doit traiter de ces sujets. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est rappeler à l'employeur que les consultations n'ont pas toujours été faites. Si jamais il y a un dépassement, alors il y a une certaine souplesse de la part des juridictions sur les 2 premiers mois de l'année suivante, mais si jamais il y a un dépassement, il faut retenir que potentiellement l'employeur se met en situation de délit d'entrave, puisque c'est une obligation légale aujourd'hui de consulter le CSE sur ces 3 points, 4 si je compte la consultation environnementale. Et parallèlement à ça, vous avez ce qu'on appelle des consultations ponctuelles. Les consultations ponctuelles, c'est à partir du moment où la question intéresse l'organisation, la gestion ou la marge générale de l'entreprise, l'employeur ne doit pas seulement informer le CSE, il doit le consulter. Il faut savoir que la marge générale de l'entreprise, vous pouvez mettre à peu près tout et n'importe quoi dedans. C'est un peu une notion fourre-tout, finalement, et qui vous permet de y arriver, qui vous permet de demander à l'employeur d'être consulté sur ces sujets. Et après, vous avez quelques exemples de consultations qui sont prévues cette fois-ci par le Code du travail. Donc ça, c'est tout ce qui est procédure de sauvegarde, redressement, liquidation, licenciement économique. Vous allez être consulté également sur la modification de l'organisation économique ou juridique. Ça va être par exemple si une entreprise qui était en SARL va passer en société anonyme. Mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés, introduction de nouvelles technologies. Alors, mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés, ça va être, par exemple, nous, on a beaucoup de nos clients, notamment sur le prêt-à-porter, où on est passé d'un système de badgeage manuel quand on arrive dans la boutique à un système de badgeage via téléphone, via application. Donc, c'est à la fois l'introduction d'une nouvelle technologie, mais c'est aussi un nouvel outil de contrôle de l'activité des salariés. Donc pour ça, vous êtes obligé d'être consulté au préalable avant que l'employeur puisse mettre ça en œuvre. On a eu beaucoup de clients où l'employeur a tenté de le mettre en œuvre immédiatement. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Dans ces cas-là, il faut lancer une procédure délit d'entrave, encore une fois, parce que vous n'avez pas été consulté, ce qui permet de stopper la procédure, enfin, en tout cas de stopper la mise en place de ces technologies, le temps de le temps d'être consulté et le temps de l'instance et ensuite d'être consulté comme le prévoient les textes. Si jamais il y a un aménagement, excusez-moi, important dans les conditions de travail, la sécurité et les conditions de travail, donc là, bien évidemment, vous êtes consulté. En cas de déménagement aussi des locaux, vous êtes consulté, bien évidemment, mais là, on serait dans le cadre des conditions de travail, donc ça marche. Et à partir du moment où il y a une garantie collective qui est modifiée. Alors là, ça va être, par exemple, moi, ça me fait toujours penser au système des mutuelles. La mutuelle, elle est obligatoire dans toutes les entreprises depuis 2016. Pour autant, tout ce qui est, à part un minimum prévu par la loi sur le panier des remboursements, l'employeur peut très bien décider d'avoir un panier de remboursement plus important. Si jamais il y a une modification, donc là on est sur une garantie collective, là dans ces cas-là, il faudra consulter le CSE au préalable. Ensuite, les droits d'alerte. Les droits d'alerte, c'est un peu votre outil, j'allais dire au quotidien, en tout cas c'est l'outil qui va vous permettre d'agir vis-à-vis de l'employeur en dehors des consultations qu'on a vues au préalable. Droit d'alerte, vous en avez 4, oui, 4. À savoir, donc le droit d'alerte, donc des droits d'alerte qui sont vraiment propres à l'individu, donc au salarié, et des droits d'alerte qui sont plutôt propres à l'entreprise. Donc les deux qui sont propres aux salariés, vous avez
alerte à l'atteinte aux droits des personnes, de leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, et l'alerte danger grave et imminent, qui est celle dont on entend le plus parler. Pour la première, donc il y a une saisine de l'employeur par les membres du CSE. Ensuite, une enquête conjointe. Et si jamais il y a une carence de l'employeur ou une divergence sur l'atteinte, le salarié ou le membre, donc là le membre du CSE, peut saisir le Conseil des prud'hommes pour faire cesser l'atteinte du salarié. D'accord. Danger grave et imminent. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, vous avez une saisine de l'employeur par un membre du CSE avec consignation sur un registre qui est le registre danger grave et imminent. D'accord. Enquête conjointe, encore une fois, employeur et le membre du CSE qui a lancé l'alerte sans délai. Dans l'autre cas, c'était également sans délai. Et une fois l'enquête terminée, si jamais il y a une divergence entre la décision de l'employeur, en tout cas le résultat que trouve l'employeur et le résultat que trouve le CSE, là, dans ces cas-là, l'employeur doit convoquer un CSE extraordinaire dans les 24 heures. Si à la fin de ce CSE extraordinaire, donc là, vous allez échanger avec l'employeur, si à la fin de ce CSE extraordinaire, l'employeur et le CSE ne trouvent toujours pas un accord sur les conclusions de cette enquête, il faudra faire intervenir l'inspecteur du travail qui lui tranchera de la situation. Sur les droits d'alerte qui sont plus propres à l'entreprise. On a donc une alerte économique et l'alerte sociale. L'alerte économique, donc ça va être en dehors ça peut être pendant, mais en dehors de la consultation économique. Donc il y a une transmission de la part du CSE sur une situation préoccupante économique de l'entreprise. D'accord. Le CSE donc pose la question, l'employeur y répond. Si la réponse est insatisfaisante, excusez-moi, là, dans ces cas-là, on vote le droit d'alerte avec désignation d'un expert comptable si jamais c'est nécessaire. Alors, quand on est sur des sujets économiques, je vous invite la plupart du temps sauf si vous êtes comptable ou contrôleur de gestion, dans l'économie de manière générale, c'est votre cœur de métier, je vous invite à faire appel à un expert comptable. C'est toujours mieux d'être bien accompagné sur ces questions. L'expert comptable donc rédige un rapport, une réunion pour l'examiner. L'employeur donc prend connaissance du rapport, va émettre des décisions finalement. Je l'ai pas mis en petite flèche, mais il va émettre des décisions sur les actes correctifs qu'il va apporter. Et si jamais ces actes correctifs, vous estimez qu'ils sont encore insatisfaisants, excusez-moi, vous pouvez à ce moment-là saisir l'ensemble des dirigeants ou des associés en fonction de la structure juridique dans laquelle vous êtes. Et ensuite, après, ça peut potentiellement aller jusqu'à la destitution du président directeur général pour la nomination d'un autre, et avec du coup le comité exécutif prendra derrière des mesures adéquates si jamais on est vraiment en situation inquiétante économiquement. Voilà. L'alerte sociale, c'est si jamais vous rencontrez dans l'entreprise, enfin vous estimez, donc ça c'est à travers la BDESE, vous vous apercevez qu'il y a, puisque donc pour rappel la BDESE, c'est un outil dont l'ensemble des élus ont un accès, dans lequel l'employeur doit mettre à la fois des données liées à la rémunération de l'entreprise, mais également les types de contrats. C'est ce qui va nous intéresser ici, les formations. Enfin voilà, vous avez tout plein d'éléments, notamment sur la masse salariale de l'entreprise, qui peuvent vous aider quand vous êtes délégué syndical à avoir votre marge de manœuvre pour négocier avec l'employeur dans le cadre des NAO, mais va pouvoir également vous aider si jamais, va vous permettre d'analyser aussi la situation de l'entreprise. Et donc là, ce qui nous intéresse, ça va être le nombre de CDD, de CDI et d'intérimaires dans l'entreprise. Vous avez donc les 3 années précédentes, l'année en cours et une projection sur les 3 prochaines années. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez faire un comparatif sur les 3 dernières années et l'année en cours. Si vous apercevez que sur l'année 2023, à la moitié de l'année, on a un nombre exponentiel de CDD et d'intérimaires, et très peu de recrutement en CDI finalement. Donc là, du coup, vous pouvez lancer une alerte. Donc comment ça se passe? On examine
examen de la question, excusez-moi, porté à la prochaine réunion du CSE, par une demande à la majorité des membres. Ça, jusque-là, tout va bien. Réponse donc de l'employeur sur le nombre de CDD de personnes en intérimaires, je vais y arriver, et les motifs de recours au nombre de journées de travail accomplies. D'accord. Donc là, jusque-là, tout va bien. Donc, il vous explique. Si vous estimez qu'il y a un abus, là, dans ces cas-là, vous saisissez l'inspecteur du travail qui adresse un rapport à l'employeur. Et une fois que le rapport est fait, l'employeur communique le rapport et sa réponse au CSE avec un plan de résorption de la précarité. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu, donc cette alerte a existé, parce qu'on s'est aperçu à un moment donné que les employeurs finalement estimaient que ça leur coûtait moins cher de faire appel à des CDD et des intérimaires plutôt que de recruter en CDI. Sauf que du coup, c'est une à partir du moment où le poste est pérenne, on est obligé de lancer un recrutement en CDI. Donc du coup, c'est un contournement de la loi de recruter autant en CDD et d'aller sur des contrats d'intérêt. Donc voilà. Donc si je récapitule de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, on a vu dans un premier temps donc la composition du CSE. Donc là, c'était plus un petit rappel. Ensuite, nous avons vu que je vous dise pas de bêtises, je vais m'y remettre. Ensuite, nous avons vu donc les réunions, 6 ou 12 en fonction de l'effectif, avec 4 qui étaient sur des sujets santé, sécurité, conditions de travail. Attention, quand je dis 4, ça veut dire que c'est au moins 4. Il peut y en avoir 6, 12, à partir du moment où de toute manière il y a un sujet santé, sécurité, conditions de travail dans l'entreprise ou danger grave éminent, forcément ça va apparaître dans une réunion CSE. Ensuite, les consultations, donc on retient 3 récurrentes et des ponctuelles. Les 3 récurrentes, orientation stratégique, économique et financière, politique sociale, et conditions de travail. Et les ponctuelles, à partir du moment où ça entache la bonne marge de l'entreprise, là, dans ces cas-là, ce qui est intéressant aussi, ça va être l'introduction de nouvelles technologies, puisque là, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en train de se mettre à jour finalement par rapport, enfin faire une transition digitale finalement de leur entreprise. Et donc du coup, il y a beaucoup d'introduction de nouvelles technologies. Donc c'est à ça où il va falloir être vigilant et vigilante en tant qu'élu pour être sûr que toute introduction de nouvelles technologies, euh, toute nouvelle introduction, je vais y arriver, toute nouvelle introduction de technologie fasse l'objet d'une consultation préalable. Et enfin, les droits d'alerte, qui sont un peu votre levier et votre arme pour essayer de défendre au mieux les salariés. Donc des alertes qui sont liées aux droits des personnes, on l'a vu tout à l'heure, atteinte aux droits des personnes et à leur intégrité physique et mentale ou liberté individuelle, danger grave et imminent avec la mise dans un registre, il faut bien faire attention sur la mise dans un registre, et après des alertes qui sont plus liées à l'entreprise de manière générale, avec là, une alerte économique, donc ça, c'est situation préoccupante de l'entreprise. Ça va être, par exemple, mauvaise gestion, on va dépenser une somme faraminente dans un immeuble alors que les locaux actuels étaient très bien. Euh, les gens passent. Voilà, c'est l'exemple le plus parlant qui me vient en tête. Et l'accroissement important sur tout ce qui est contrat précaire avec détournement de la loi et qui crée une insécurité, excusez-moi, de la masse salariale dans l'entreprise. Et du coup, tu peux me poser les questions. La réunion sur la validation du budget est-elle une réunion extraordinaire ou compte-t-elle dans les 6 réunions annuelles obligatoires, puisqu'aucun autre point n'ont été abordés? Alors la réunion, de validation, des budgets, c'est une réunion enfin, en tout cas ce point-là est une réunion qu'on peut mettre dans une réunion ordinaire du CSE, puisque de toute manière, le budget doit être validé quoi qu'il arrive chaque année. Ça ne fait pas l'objet d'une réunion extraordinaire. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas eu de réunion et qu'il faut de toute manière valider les budgets, vous pouvez tout à fait, et là dans ces cas-là, il faudra la moitié des élus du CSE, déclencher une réunion extraordinaire pour faire cette validation. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas considéré à proprement parler comme une réunion extraordinaire. Ça peut très bien entrer dans une réunion ordinaire, un point à l'ordre du jour, de manière classique sur les 6 réunions obligatoires. Alors concernant la visioconférence, à défaut d'accord, la règle des 3 réunions est-elle aussi valable en CSE central? Si oui, est-ce que des organisations syndicales peuvent s'opposer à la tenue des réunions en visio?
Oui, à partir du moment en fait, cette règle-là, ça s'applique à la fois pour les CSE d'établissement et pour les CSE centrales. Le code du travail ne fait pas de distinction, en tout cas pour cette règle-là, entre les 2. Donc en effet, si l'employeur a déjà utilisé le quota des 3 réunions en visio et qu'il souhaite malgré tout maintenir des réunions en visio, dans ces cas-là, il va devoir recueillir l'acceptation du CSE central pour ces réunions-là. Et donc en effet, les syndicats peuvent tout à fait, monter au créneau en disant: «Attention, nous on ne veut pas de réunion, en visio, on veut des réunions présentielles, donc merci de bien déclencher des réunions en présentiel». Alerte sociale, 2 points, le cas des prestataires est-il concerné également ou uniquement CDD et intérimaires? C'est uniquement CDD et intérimaire. Après, c'est intéressant, mais là, au-delà de l'alerte sociale du coup, de s'intéresser en effet, à la sous-traitance notamment. Pourquoi? Parce que ça veut dire c'est un choix politique. Rien n'interdit aujourd'hui à l'employeur de passer par de la sous-traitance. Par contre, c'est un choix politique et du coup, moi, ça me fait plutôt penser à la santé économique, donc l'alerte économique de l'employeur, puisque le recours à outrance, à de la sous-traitance ou à des prestataires, a un impact économique assez important, alors que ça coûterait peut-être, bien peut-être, on ne sait pas, mais moins cher que de recruter pour avoir ces forces vives en interne. Donc du coup, en effet, vous avez raison de le souligner, l'usage des prestataires peut être un élément, mais moi je le mettrais plus sur la partie économique que sur la partie sociale. Y a-t-il un pourcentage limite de CDD, slash intérim? À ma connaissance, alors vous avez certaines conventions collectives. Alors là, c'est plutôt de l'ordre de la convention collective Ouais. qui va venir limiter le nombre de recours au CDD, mais à partir du moment, en fait, pour les CDD et les CDD et les intérimaires, vous n'avez pas un nombre de CDD ou intérim qui est défini par la loi. Vous avez des recours sur des cas spécifiques qui sont prévus par la loi. Et en fait, c'est par rapport à ces recours-là qu'on va pouvoir utiliser les CDD et l'intérim. Mais après, vous avez par contre, en effet, certaines conventions. Alors, je sais que en droit public, il y a cette limitation sur certaines administrations. Maintenant, vous pouvez avoir des conventions collectives, c'est très rare, mais qui viennent limiter le nombre de recours à CDD et CDI, puisque ça viendrait limiter aussi la bonne, là pour le coup, je vais réutiliser la bonne marge de l'entreprise d'un point de vue économique, puisque ça voudrait dire qu'arrivé un moment, si jamais une personne est malade, ben, on a atteint notre quota, on ne peut plus recruter en intérim ou en CDD le temps de l'absence de ce salarié. Donc non, a priori, voilà, ça peut exister, donc par accord, encore une fois, mais la loi ne prévoit pas une limitation à ce sujet. Juste un cadre légal bien défini sur les recours possibles au CDD et à l'intérim, et c'est plutôt ça qu'il faut regarder pour voir s'il y a de l'abus vis-à-vis de l'employeur. OK. Est-ce qu'il y a Giovanni qui précise, que peut-être il faut justifier le surcroît d'activité? Alors ça, quoi qu'il arrive, en fait, mais c'est Ouais, une très bonne remarque. Mais quoi qu'il arrive, en fait, sur le surcroît d'activité, il faudra toujours préciser, par exemple, si vous avez un surcroît d'activité lié à l'acquisition d'un nouveau marché, il faudra toujours que ce soit de l'intérim ou du CDD, préciser que c'est lié à tel marché et à telle mission et que c'est pas ça n'a pas vocation à être pérennisé dans le temps, mais que c'est vraiment un laps de temps bien défini. Mais ça, c'est prévu normalement, soit dans un contrat en CDD, soit dans le contrat d'intérim, vous avez toujours cette précision. Rarement, il y a marqué de plus en plus, en tout cas, certains contrats d'intérim, vous pouvez le retrouver encore avec seulement surcroît d'activité, mais ça, quoi qu'il arrive, si jamais vous avez un contrôle inspection du travail, notamment, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop, et puis vous seriez en droit de dire attention, on n'a pas de motif surcroît d'activité, ça veut tout dire et rien dire. Donc merci de nous expliquer. Pareil, on peut pas dire le nombre d'absences trop important, ça va pas créer un surcroît d'activité. Le mode de recours, ça va être salarié absent. Et beh, du coup, c'est reparti. Donc là, c'est une partie beaucoup plus courte, qui est, le budget du CSE. Donc le budget du CSE, donc on a une bicéphalité du budget, ça veut dire qu'il y a 2 branches, pour faire simple. On a donc, le budget de fonctionnement et le budget, ASC. ASC, c'est activité sociale et culturelle. Le code du travail ne prévoit uniquement que le budget de fonctionnement. Enfin, le code du travail, les textes de manière générale, puisque c'est plutôt code général des impôts. Du coup,
on a, comme, indicateur, en tout cas comme mode de calcul, pour les entreprises de 50 à 2 000 salariés, c'est 0,2 de la masse salariale brute de l'entreprise et pour les entreprises de plus de 2 000 salariés, 0,22 de la masse salariale brute. Donc l'employeur peut, s'il le souhaite, mettre plus, mais ça, c'est le minimum à respecter. D'accord? C'est rare les entreprises qui vont aller plus loin, mais pourquoi pas? Ça peut arriver. Qu'est-ce que la masse salariale brute? Donc la masse salariale brute, c'est l'ensemble des salaires versés dans l'entreprise, prime incluse. D'accord? Donc la prime de 13e mois, par exemple, rentre dans la masse salariale. À quoi ça sert? Ça sert, bah, à ce que le CSE fonctionne de manière, autonome dans l'entreprise, hein, tout bêtement, et remplisse toutes ses missions légales. Donc ça va être, par exemple, si vous êtes un CSE qui peut être un CSE employeur, ça va être, si vous avez une assistante administrative pour les tâches liées au fonctionnement du CSE, ça va être, par exemple, son sa rémunération. Ça va être si vous avez, une protection juridique, par exemple, à peine d'idée, ça peut être pris sur une partie peut être prise sur le budget de fonctionnement. Ça va être, ça va être les honoraires d'avocat, si jamais vous partez, tout à l'heure je vous en parlais rapidement, sur une procédure en délit d'entrave, ça va être du coup, cette partie-là. Enfin, ça va être pris sur le budget de fonctionnement. La photocopieuse, l'abonnement internet, et j'en passe, le matériel, ordinateur, téléphone, tout ça sera pris sur le budget de fonctionnement. Si jamais vous faites des recours à expertise en dehors des cadres légaux, les expertises sont prises également sur le budget de fonctionnement. C'est pour ça que le budget de fonctionnement, c'est bien de regarder quand même un petit peu. On ne sait jamais si jamais vous avez besoin de faire un recours à expertise qui ne rentre pas dans une des consultations dont on a vu tout à l'heure ou dans un droit d'alerte. Là, dans ces cas-là, c'est de la poche du CSE, bon, à part s'il y a un accord avec l'employeur, mais du coup, voilà, il faut s'assurer que vous ayez assez d'argent pour le faire. Voilà pour le budget de fonctionnement. Si vous prenez une salariée dont la finalité est la gestion des œuvres sociales, là, dans ces cas-là, son salaire devra être pris sur le budget ASC et non sur le budget de fonctionnement. D'accord? Une règle importante pour savoir sur quel budget, je vais vous expliquer après le budget ASC, mais sur quel budget il faut impacter les factures, ça va être regarder la finalité de l'action que vous avez menée. Par exemple, les goodies. Souvent, en tant qu'élu, vous aimez bien les petits porte-clés, offrir aux salariés des petits porte-clés avec le logo du CSE, et j'en passe. Donc ça, il faudra bien faire attention puisque vous avez l'URSSAF. Donc là, tout ce qui est budget, c'est l'URSSAF. Vous avez l'URSSAF qui admet une certaine souplesse sur les goodies, mais il ne faut pas que ce soit trop important comme ça. D'accord? Si vous dépassez l'ordre du 5-10 euros, euh, si vous dépassez l'ordre du budget 5-10 euros, là, dans ces cas-là, on va dire attention, en fait, c'est un cadeau que vous faites. Je vais en reparler après des cadeaux, mais c'est un cadeau que vous faites. Et là, dans ces cas-là, vous n'êtes pas sur le bon budget. Donc, le risque derrière, c'est que, en fait, vous deviez rétrocéder du budget ASC vers le budget de fonctionnement les sommes que vous avez utilisées à mauvais escient. Et donc, du coup, le budget ASC, activités sociales et culturelles, ça, c'est le budget que vous utilisez, en tout cas, le plus fréquemment parce que c'est celui qui est à destination directement des salariés. Donc, l'employeur n'a pas d'obligation de mettre en place ce budget dans l'entreprise. Alors maintenant, vous avez très très peu, voire quasiment plus, d'entreprises où il n'y a pas de budget activité sociale et culturelle, d'accord? Mais c'est l'employeur, au moment de sa mise en place, qui va décider combien de pourcentage, on parle encore de masse salariale, combien de pourcentage de la masse salariale est dû et attribué pour les œuvres sociales. D'accord? La seule règle, qui est une règle jurisprudentielle, donc qui émane de la Cour de cassation, a été que si l'employeur a versé, je vous dis une bêtise, 1,5% de la masse salariale l'année X, il ne pourra pas verser moins de 1,5% de la masse salariale l'année X plus 1. D'accord? Donc ça, c'est la seule règle qui existe. On parle toujours en masse salariale, ce qui veut dire que pour la masse salariale, on parle de masse salariale, donc ce qui peut avoir comme effet,
que même si on garde le même pourcentage, donc 1,5 dans mon exemple, on peut se retrouver à avoir un budget ASC qui sera moins important de l'année X à l'année X plus 1. D'accord? Pour autant, ça ne voudra pas dire que l'employeur n'a pas rempli son obligation légale, puisqu'il s'agira bien d'un pourcentage de la masse salariale. Et donc, comment on utilise ce budget? Donc, c'est toutes les dépenses consacrées, donc directement ou indirectement aux salariés, qui relèvent du budget des ASC. Donc, en fait, c'est tout ce qui va améliorer le quotidien des salariés. Donc là, vous avez des activités sportives, des activités culturelles, les vacances, le voyage. Donc, vous avez donc de manière illimitée, à hauteur de votre budget, bien sûr, des chèques vacances. Et du coup, attention pour ce qu'on appelle les cadeaux et les chèques cadeaux. D'accord? Cadeau, chèque cadeau, on n'est pas vraiment sur les mêmes règles. Vous avez en fait 11 événements qui sont prévus par l'URSSAF. 11 événements prévus par l'URSSAF sur lesquels vous pouvez faire des cadeaux et des chèques cadeaux. Donc, vous avez les naissances, vous avez la retraite, vous avez mariage, Pax, adoption, la Sainte-Catherine, curieusement, la Saint-Nicolas, le Noël des enfants, la rentrée scolaire. Et donc, du coup, pour tous ces événements-là, vous pouvez attribuer aux salariés 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2023, c'est 183,30 €. D'accord? Faut savoir que si jamais vous voulez faire, ça arrive souvent pour les CSE, un combo cadeau plus une carte cadeau, combo donc cadeau plus carte cadeau. Là, dans ces cas-là, il faudra venir déduire des 183,30 € le cadeau, donc la valeur du cadeau. Et du coup, en fait, vous aurez en fait une carte cadeau qui sera de 183,30 € moins la valeur du cadeau. D'accord? Et donc, en effet, c'est 183,30 € pour chaque événement. Donc, on peut se retrouver avec un salarié qui aura dans la même année, il se marie, il avait déjà un enfant, il y a eu la rentrée, il y a eu Noël, et en même temps, sa femme a accouché d'un autre enfant. Donc, il pourra avoir potentiellement 4 fois 183,30 €. Donc ça, c'est à vous de bien paramétrer finalement ce dispositif. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que vous vous retrouviez en situation où, à partir du moment où c'est écrit dans votre règlement intérieur, où ça a été une communication qui a été faite par le CSE à destination des salariés, il ne faut pas que vous vous retrouviez dans une situation où vous ne pouvez pas appliquer en fait ces règles-là, d'accord? Puisque potentiellement le salarié pourrait intenter une action en justice contre le CS. La comptabilité. Donc, on établit deux comptabilités distinctes, une ASC, une fonctionnement, qu'on garde 10 ans. On arrête les comptes selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE. Alors, généralement, les comptes sont arrêtés au 31 décembre. Ou alors, quand vous êtes, si vous calez en fonction de votre entreprise, ça peut être au mois de juin. C'est très rare maintenant, généralement, on reste sur le calendaire. On établit ensuite un rapport sur les conventions passées avec un proche d'un élu. Alors ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font du bénévolat également dans une association, en tout cas qui se retrouvent dans les conseils d'administration d'associations, mais c'est quelque chose que vous retrouvez également dans les associations. Il faut savoir qu'un CSE, il y a un parallélisme avec les associations loi 1901. Ça va être, par exemple, on ne vous interdit pas d'utiliser comme prestataire votre cousin, qui est chiropracteur, par exemple. Donc, dans le cadre de la QVT, vous voulez faire appel à un chiropracteur et votre cousin, il s'avère qu'il est chiropracteur et plutôt pas mal dans son métier. Pourquoi pas? Il faudra juste en fait faire un état dans ce rapport que le cousin d'un élu a bien été prestataire du CSE. Voilà, c'est juste pour de la transparence. Ensuite, établir un rapport présentant les informations qualitatives sur les activités et sur sa gestion financière. Voilà, c'est un rapport classique, d'accord, un état des lieux. Et rédiger un rapport d'activité. Le rapport d'activité, ça va être, en janvier, on a fait ça comme un événement, ça nous a coûté tant, on a eu ça, il y a eu on a attaqué l'employeur pour des lits d'entrave, on a eu tel employeur sur les lits d'entrave, et on a gagné notre procès, on a eu ça comme argent du coup, qu'on a mis sur le budget de fonctionnement, voilà. Vous détaillez l'année, finalement. Et enfin, il y a une réunion, donc ça répond du coup à une question précédente
il me semble qu'on m'avait posé sur, l'approbation des comptes fait-elle, état d'une, réunion extraordinaire? Donc, non, c'est une réunion, ça rentre, c'est un point à l'ordre du jour, ce que je disais tout à l'heure, mais chaque année, il doit y avoir une approbation des comptes par le CSE. D'accord. Et enfin, une fois que tout ça c'est fait, le CSE porte par tout moyen, les comptes annuels et le rapport à la connaissance des salariés. Généralement, c'est annexé, une fois que vous avez approuvé, vous annexez tout ça au PV, où il y a l'approbation et vous diffusez. Non, il y a une question qui est très intéressante, de Cédric à nouveau, par rapport au fonctionnement de Solucia. Par exemple, ma cotisation à Solucia concernant l'assistante protection juridique des salariés Ouais. peut-elle être prise sur le budget fonctionnement, sachant qu'elle comprend aussi la protection des élus? Alors du coup, c'est une très bonne question, mais c'est deux parce qu'on est concerné que du coup je trouve que c'est une bonne question. Donc oui, elle peut être prise à la fois sur le budget de fonctionnement et sur le budget, ASC. Alors elle pourra jamais être prise à 100. En tout cas moi je le déconseille généralement et puis quand j'accompagne nos commerciaux, en rendez-vous, je les conseille qu'on prenne 100 sur le budget de fonctionnement. Mais vous pouvez très bien faire une ventilation, sur les 2 budgets. Pourquoi? Parce que, notre offre aujourd'hui, elle se décline à la fois sur le fonctionnement du CSE et sur les salariés. Du coup, elle a une double finalité et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller puiser dans les 2 budgets. Après, pour l'instant, encore une fois, ça c'est des règles, de l'URSSAF derrière, donc ça fait donc qui vont s'appliquer, la finalité, voilà. Mais, moi je déconseillerais toujours, quoi qu'il arrive, de prendre quand vous avez une partie à destination des salariés, de prendre l'ensemble sur le budget de fonctionnement. Et s'ils ont une offre que pour les élus CSE, là, 100 du budget Là, c'est 100 fonctionnement, ça passe pas, fonctionnement. quoi. Exactement. C'est bien ça, Samuel. Pour définir le budget ASC, Ouais. doit-on obligatoirement considérer un pourcentage de la masse salariale? Alors c'est l'employeur qui va fixer, le budget, heu et alors je suis pas sûr que vous avez des employeurs qui va donner juste une somme en numéraire, mais bon, ils pourraient, hein, potentiellement, mais du coup, ce serait un peu touchy pour lui parce que ça veut dire que si demain sa masse salariale, elle va se réduire, ce que je souhaite pas aux entreprises, mais elle va se réduire, d'un coup, bah, il devra quand même malgré tout, admettons, il versait 15 000 €, il devra continuer à verser 15 000 € au CSE et c'est pour ça qu'un employeur, pour lui, c'est beaucoup plus simple de, utiliser un pourcentage de la masse salariale pour le budget ASC. Parce que du coup, ça va varier vraiment en fonction de l'effectif et des rémunérations de l'entreprise. On a quand même une nouvelle question qui vient de sortir. Pour les Vas-y. avantages loisirs CSE voyage, qui Ouais. sont les ayants droit qui peuvent en bénéficier? Alors là, tout va dépendre du CSE. Alors normalement, c'est les salariés. D'accord, mais le CSE et donc c'est pour ça qu'il faudrait que si jamais vous avez un règlement intérieur, alors nous ce qu'on préconise toujours, c'est d'avoir un règlement intérieur pour vraiment le fonctionnement du CSE et après avoir ce qu'on va appeler un règlement intérieur des activités sociales et culturelles. Et après, vous pouvez potentiellement rajouter, les personnes rattachées fiscalement, notamment, du salarié. Donc en effet, Giovanni, enfant et conjointe, du salarié. Mais ça, il faudra que ce soit bien bordé par le CSE et ça doit faire l'objet d'une décision. Autrement, on est sur les salariés, de manière générale. OK. Donc après, on était donc dernier point, donc qui est le point un peu plus rapide et je pense que ça fera plus l'objet de questions puisque c'est plus de l'échange et d'échanges et c'est des bonnes pratiques. Ça va être la communication du CSE. Alors la communication du CSE vis-à-vis de la direction. Alors il faut savoir que depuis, quasiment une bonne dizaine d'années, les textes, successifs que vous partez sur du Rebsamen, du, El Khomri, les ordonnances Macron, ont essayé, à tort ou à raison, de remettre le dialogue social au cœur de la négociation. Donc en fait, on est parti de la loi prévoyait beaucoup de choses, ensuite la convention collective avec un gros bloc, qu'on ne pouvait pas toucher et enfin vous aviez, les accords d'entreprise. D'accord. Donc, avec toutes les lois que je viens de dire, donc Rebsamen 2015, El Khomri 2016 et Ordonnance Macron 2018, 22 septembre. Mais du coup, avec ces lois, on a vu apparaître en fait donc un appauvrissement du bloc convention collective sur lequel qui était verrouillé, sur lequel on ne pouvait pas toucher par accord d'entreprise.
et une augmentation à l'inverse du nombre de décisions où on pouvait négocier par accord d'entreprise, même si l'accord l'accord collectif, donc l'accord de branche, était plus avantageux. Voilà. Donc ça peut être intéressant par contre, donc remettre le dialogue social et éviter que tout soit géré par la loi, c'est intéressant parce que au niveau de l'entreprise, ça va permettre la promotion d'une bonne gouvernance, puisque ça va alimenter les communications, enfin, en tout cas des échanges permanents entre CSE ou délégués syndicaux à minima et l'employeur. Une stabilisation sociale parce que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, forcément, du coup, les élus s'en emparent et du coup, on échange, on fait des actions correctives. Développement économique de l'entreprise, pourquoi? Parce que, après c'est une analyse, personnelle, hein, enfin personnelle, en tout cas de notre entreprise, mais, parce qu'à partir du moment où on échange avec les salariés ou les représentants, représentantes de ces salariés, du coup, on rentre dans un cercle plutôt vertueux et donc ça va générer un développement économique. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, donc résolution efficace en cas de problématique économique. Le CSE, donc là, vis-à-vis des salariés, important de bien communiquer. Les communications, donc là, très schématique, hein, mais vous avez donc le tableau d'affichage. Donc ça, c'est légalement ce qui est prévu pour que vous communiquiez avec les salariés. Les procès-verbaux des CSE. Je vais m'attarder un petit peu sur les procès-verbaux. Pourquoi? Parce que souvent, on a eu des questions de nos clients qui disaient le procès-verbal, il n'est pas encore approuvé, est-ce que je peux déjà communiquer dessus? Tant que le procès-verbal n'est pas approuvé par le CSE, vous ne pouvez pas communiquer dessus. En revanche, vous pouvez communiquer des extraits de ce procès-verbal. Si ça vous intéresse, ça, il n'y a pas de souci. Vous prenez l'extrait qui vous intéresse, vous pouvez communiquer dessus. D'accord? Pour l'approbation, il faut savoir que l'approbation des procès-verbaux, donc je pense que les trois quarts d'entre vous, le dixième même, d'entre vous le savent déjà, mais l'approbation des comptes du procès-verbal, je vais y arriver, se fait lors de la réunion qui suit ce procès-verbal. Il faut savoir aussi également qu'à partir du moment où il y a eu la réunion, le secrétaire du CSE dispose de 15 jours pour dresser le procès-verbal et ensuite le transmettre derrière aux élus pour relecture. Et enfin, on arrive à la réunion, puisque là, du coup, généralement, on arrive sur le mois quand vous êtes en situation d'une réunion par mois, pour que le procès-verbal soit voté. Voilà. Et enfin, communication interne et intranet. Donc là, ça va être généralement si vous passez par une plateforme pour la gestion de vos ASC. Donc, vous pouvez faire souvent des communications dessus également. Ça va être aussi, si vous avez tout bêtement un site intranet propre au CSE, il ne faut pas hésiter à communiquer abondamment dessus et communiquer de manière générale. Pour ce qui est du mail, la communication par mail doit se faire avec l'accord de l'employeur. Vous ne pouvez pas communiquer par mail sans accord de l'employeur. La communication, c'est très important vis-à-vis des salariés. Pourquoi? Parce que la plupart, enfin même tous, les élus font un travail énorme au quotidien, qui n'est pas forcément visible de la plupart des salariés. Et du coup, on peut se retrouver dans des situations où les salariés, finalement, perdent un peu foi au CSE en estimant que le CSE ne fait pas grand-chose, ou les délégués syndicaux ne font pas grand-chose. Alors qu'inversement, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, où juste il y a une mauvaise communication. Et donc, du coup, ça va desservir et peut-être prendre un coup moral pour vous, élus, euh, que d'avoir ces retours-là, alors que voilà, on est bénévole, on est salarié, on est élu. Élu, c'est du bénévolat, c'est en plus de son travail. Généralement, la plupart des élus vont prendre, même s'ils devraient le faire pendant leurs heures de délégation, vont aller prendre au-delà de leurs heures de délégation, en dehors de leur temps de travail. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très vite important en termes de charge. Donc voilà, bien communiquer, c'est aussi vous rendre justice dans vos missions et, et avoir une meilleure, enfin voilà, donner un meilleur visu finalement aux salariés. Je vais juste terminer sur la communication donc avec les entreprises extérieures. Là aussi, ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire sur la question sur les relations contractuelles que vous pouvez avoir. Faut pas hésiter, quoi qu'il arrive, quand vous avez des communications avec des prestataires, tout formaliser par écrit.
quoi qu'il arrive. C'est vraiment une petite aparté, hein, c'est pour ça que ça n'a pas fait l'objet d'un slide, mais bien penser à formaliser par écrit, parce que les écrits restent et aussi parce que, c'est un commencement de preuve, tout bêtement, si jamais vous rentrez en conflit après, bah, avec le prestataire et voilà et du coup, on arrive à la fin. Il y a juste une question qu'on a loupée tout à l'heure, au moment où tu as repris Kevin. Dis-moi. Une question de Mabrouk qui nous a dit: «A-t-on le droit d'utiliser le budget de fonctionnement pour, une AG autour d'un petit déjeuner?» Ça me fait rire, mais c'est une bonne question. Heu Pour prendre en charge, oui, dans ces cas-là, parce que c'est un peu, c'est un peu annexe, donc ça va marcher. Alors après, allez pas prendre un petit déjeuner, le nôtre ou je ne sais pas quoi, mais oui, enfin, vous achetez des croissants, dans le cadre d'une réunion préparatoire, vous pouvez le prendre sur le budget de fonctionnement, il y a pas de souci. Enfin, pareil, si vous faites une réunion de travail et vous allez au restaurant, ça marche aussi, il y a pas de souci. C'est juste, il va pas falloir derrière, enfin voilà, c'est une question de proportion finalement derrière. Alors les PV doivent-ils être affichés ou suffit-il qu'ils soient disponibles en virtuel? Il faut qu'il soit mis à disposition des salariés, enfin après mis à la connaissance, à la disposition des salariés. Donc du coup, si vous les transmettez de manière virtuelle, il y a pas de souci, il y a pas besoin, de les afficher. Parce que souvent, en plus avec, le développement du télétravail, et si jamais vous êtes une entreprise, multisite, mais pour autant vous avez qu'un CSE, ça peut être très vite compliqué en termes d'affichage. Par contre, si jamais vous faites le choix de mettre ça sur un cloud. Là, dans ces cas-là, il faudra bien, un cloud de l'entreprise, il faudra bien à chaque fois redonner le chemin pour les retrouver, l'ensemble des PV. Et après, en effet, si vous avez la possibilité de faire les 2 seront toujours, plus favorables. En tout cas, encore une fois, ça revient à plus vous communiquez, mieux c'est. Donc si, vous multipliez les canaux, de distribution du PV, ça peut aider. Alors, si on ne peut pas communiquer par mail vers les salariés sans l'accord de l'employeur, comment peut-on informer de la diffusion d'un extrait de PV? Dans ces cas-là, petite ruse. Ce qu'il faut faire, c'est demander les mails personnels des salariés et alors là, après, vous pouvez communiquer entièrement dessus. Ça, il y a pas de souci. C'est juste, en fait, le mail professionnel, c'est l'employeur qui est propriétaire des mails, c'est pas le salarié. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut lui demander l'accord, d'accord? Maintenant, généralement, quand vous faites des formulaires d'adhésion, par exemple, ou des formulaires à remplir qui passent au local CSE, parce qu'il y a forcément un local CSE dans chacune des entreprises, et ils passent au local CSE et ils remplissent. Dans ces cas-là, vous les informez, bah, pour toutes les communications, merci du CSE, merci de nous communiquer votre mail personnel. Tu as une question un peu assez intéressante, ça sort un petit peu des missions du CSE, mais Ouais. il y a quelqu'un qui demande, qui précise qu'il est en arrêt, en accident de travail pour le moment, mais qu'il est Mhm, toujours sollicité par, ses collègues et les ressources humaines et qui mhm. participe aux réunions CSE. Est-ce que cette personne a le droit? Elle a tout à fait le droit, parce qu'il faut savoir que quand on est en arrêt maladie, donc arrêt maladie, accident de travail, hein, il y a pas de souci, maladie, accident de travail, je vais y arriver, en arrêt maladie, accident de travail, on est on est certes en suspension, voilà, je vais y arriver, en suspension de son contrat de travail, pour autant, on n'est pas en suspension de son mandat d'élu. Par contre, si jamais vous assistez aux réunions CSE, il faudra bien faire attention, vis-à-vis de la sécurité sociale, parce que, la sécurité sociale, en fait, du coup, c'est que le temps passé en réunion est considéré comme du temps comme du temps de travail effectif. Et donc du coup, il sera pas considéré en arrêt. Donc ça, c'est le petit aspect à bien faire attention, mais c'est tout à fait possible de continuer son mandat d'élu. Dans la première slide de ta présentation, quel est le Mais je rôle vais la d'une remettre. présidence renforcée? Est-elle obligatoire? Alors en fait, j'ai parlé de présidence renforcée, mais c'est parce que, on peut avoir à l'inverse, du CE, on peut avoir jusqu'à 3 collaborateurs. C'est pour ça qu'elle est renforcée. Donc en fait, l'employeur, enfin, on va dire que le président reste l'employeur. L'employeur peut venir accompagner finalement lors, d'un comité social et économique. Mais après, le rôle de la présidence n'a pas changé, c'est juste de présider, la session. Si jamais vous avez des votes qui sont liés aux ASC, le président, ses collaborateurs n'auront pas droit de vote. Si jamais on est sur du fonctionnement du CSE pur, par exemple, la nomination du secrétaire et du trésorier,
Là, dans ces cas-là, le président et uniquement le président, hein, pas les collaborateurs qui l'accompagnent, auront le droit de vote, mais au même titre que n'importe quel élu du CSE, enfin, n'importe quel membre finalement du CSE. Voilà. Mais en fait, on parle de renforcer, c'est parce qu'en fait, le président peut être accompagné d'autres personnes. C'est tout. Ah, on a une très bonne question, tiens, Kevin. Peut-on être Vas-y. élu et avoir un poste, en ressources humaines? Si c'est chargé de ressources humaines, ça marche. En fait, là, dans la question, elle va se poser sur, peut-on être éligible en tant que CSE et en tant qu'élu? En fait, à partir du moment où vous n'avez pas un poste clé ou un poste de, CSP+ dans l'entreprise, donc un poste de direction, vous pouvez être éligible en tant qu'élu. Après, est-ce que les salariés, sachant que, vous faites partie, alors sans discrimination aucune, pour les personnes travaillant en ressources humaines, parce que ça reste des personnes qui sont très importantes dans l'entreprise, est-ce que les salariés vont accepter derrière, d'avoir un ou une représentante, qui travaille au service ressources humaines? Ça reste, la voie démocratique, qui tranchera, mais après rien ne l'interdit, sauf comme je vous le disais tout à l'heure, les postes de direction. N'y a-t-il pas une obligation de formation des nouveaux élus de la part de l'employeur? Avec Giovanni qui a essayé de répondre, si la formation HCCT, mais il parlait bien de la formation économique et Alors sociale. alors en effet, enfin, après c'est pas forcément. C'est des formations qui sont prévues par le code du travail, donc les 2 formations, donc Giovanni et Olivier, vous avez raison. C'est des formations qui sont prévues par le code du travail et qui sont prises en charge. Alors la formation santé, sécurité et conditions de travail, Giovanni a raison, c'est celle qui est prise en charge par l'employeur. Par contre, la formation économique, elle sera prise, donc le temps passé en formation sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de, délégation des élus. En revanche, c'est le budget de fonctionnement du CSE qui va payer cette formation. Donc, il n'y a pas d'obligation à proprement parler de suivre ces formations. C'est des formations qui sont prévues, qui sont fortement conseillées parce que c'est très dur de commencer son mandat sans avoir les notions, soit en santé, sécurité, conditions, enfin, ça s'invente pas, conditions de travail, et surtout en formation économique parce qu'on n'a pas tous un parcours d'économiste dans l'entreprise. L'une sera bien payée par la économique sera bien payée par l'employeur, par le CSE, excusez-moi, et la santé, sécurité, conditions de travail, je vais y arriver, payée par l'employeur. Et donc du coup, c'est que vous aviez, monsieur Jameton, une souplesse de la part de votre employeur, ce qui est tant mieux. Moi, à mon sens, les 2 formations devraient être prises en charge à 100 par l'employeur. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est que le code du travail, en tout cas, n'a pas encore évolué sur cette question. Espérons que ça évolue avec le temps, étant donné que on demande de plus en plus de choses aux élus du CSE. Mais dans tous les cas, l'employeur rémunère de toute façon les personnes qui assistent, Oui. à la Quoi- réunion. Exactement. Quoi qu'il arrive, ce que je disais tout à l'heure, c'est du temps de travail effectif. Donc, ça veut dire qu'on est considéré comme si on travaillait. C'est pas, enfin, même si les heures de délégation, vous perdez pas de salaire pendant les heures, mais vous perdez pas, en fait, dans votre compteur d'heures de délégation mensuel, le temps passé en formation pour ces 5 à 8 jours pour la formation économique. Écoute, je crois que c'est bon, on n'a plus de questions. Merci à tous, pour votre présence à ce webinar et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Passez une bonne journée tout le monde. Merci beaucoup.